Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mercredi 26 septembre. À la une de l'actualité, la mise en œuvre du plan intercommunal de lutte contre l'habitat indigne. Ce matin, la CADEMA, la ville de Mamoudzou, la ville de Dembéni, l'État et l'ARS ont signé une convention de partenariat. En effet, cette lutte contre l'habitat indigne s'inscrit dans le cadre d'un projet global de développement qui doit changer le visage du chef-lieu. Marion Tellier était du côté de la mairie de Mamoudzou ce matin afin de prendre connaissance de ce document ô combien important pour le développement de l'île. Reportage. Il s'agit du premier plan de lutte contre les habitats indignes signé sur les communes de Dembéni et Mamoudzou. Une étape cruciale pour la CADEMA, création d'agglomération Dembéni-Mamoudzou, qui concentre 7000 constructions poches habitat indignes et 3800 logements situés en aléa fort. Le but, mettre en place des solutions durables à une précarité grandissante. C'est un enjeu très important partout, mais très important notamment à Mayotte et principalement dans le secteur de la CADEMA qui concentre 40% de l'habitat précaire de Mayotte. Donc les enjeux, c'est de façon très opérationnelle et très pragmatique de mettre en place un partenariat dans lequel l'État prend sa part, en finançant et en soutenant notamment la lutte contre l'habitat illégal pour mettre en place des actions opérationnelles très pratiques dans les quartiers de Mayotte. En 2012, l'INSEE faisait état de 31% de logements de fortune sur l'île. Un pourcentage qui n'a cessé d'augmenter depuis. Bien que la notion d'habitat indigne recoupe des situations variées, qui ne se réduisent pas uniquement à celles des poches bidonvillisées, les communes de Dembéni et Mamoudzou sont largement touchées par l'ampleur que prend la construction de ces logements insalubres. Déjà, il faut savoir que au niveau du département, il y a ce développement de squats, de bidonvilles, de bangas qui ne valorisent pas trop le territoire. Et du coup, lorsqu'il y a eu ce dispositif qui a été mis en place pour répondre aux besoins spécifiques des territoires d'outre-mer, la CADEMA s'est saisie du coup de cet outil pour lutter contre l'habitat indigne. Les outils qui sont mis en avant, il faut savoir, c'est déjà les actions sur la résorption de l'habitat indigne. Il y a aussi la mise en place d'une police d'urbanisme qui va intervenir auprès des propriétaires, qui fera aussi du conseil de terrain pour inciter les propriétaires, les ménages à régulariser le terrain et aussi à respecter les normes en termes d'habitat et d'urbanisme. Un plan d'action sur cette année et un investissement à hauteur de plus de 141 millions d'euros. En parallèle, la CADEMA prévoit des plans d'action et projets divers sur des thématiques telles que la collecte des déchets, la gestion de milieux aquatiques ou encore des transports avec notamment le futur réseau de transport Caribus qui prévoit un service de mobilité des Hauts-Vallons jusqu'au centre universitaire de Dembéni. Tout autre sujet maintenant. Depuis le mois de mars, des centaines de personnes ne peuvent renouveler leur carte de séjour en raison des fermetures à répétition du Bureau des étrangers. Parmi ces victimes du conflit diplomatique entre la France et les Comores, Samra Abdallah est la maman d'un petit garçon de 8 ans. Il y a un mois, Zahir a été évassané à La Réunion en raison d'une tumeur au cerveau. Les médecins viennent d'annoncer que la tumeur est cancérigène et que l'enfant devra partir en métropole pour un traitement lourd. Faute d'avoir pu renouveler son séjour, Samra ne peut le rejoindre. Il lance désormais un cri du cœur. Leslie Vimonet. C'est une situation dramatique, comme seule Mayotte peut en produire. Samra, maman d'un petit garçon de 8 ans, est en situation irrégulière sur le territoire suite à la fermeture prolongée du service des migrations et de l'intégration. Son fils s'est vu diagnostiquer une tumeur et se fait actuellement soigner à La Réunion. Le problème aujourd'hui, c'est que mon fils est parti à La Réunion et que moi, je peux pas y aller parce que ma titre de séjour, il est fini, c'est depuis le mois de mars. Après, j'ai pas pu renouveler et voilà. J'ai juste fait mes démarches au niveau de la service sociale. J'ai essayé de retourner à Evassan pour qu'ils fassent quelque chose pour moi. Ils ont essayé d'envoyer mes dossiers à la préfecture, mais pas de réponse. Aujourd'hui, cette maman supplie le préfet et le collectif de Mayotte de comprendre sa situation et de lui accorder une autorisation de sortir du territoire pour rejoindre son petit garçon. J'ai envie de leur dire au moins qu'ils pensent au moins à ce qui arrive à mon fils. Parce que ce qu'il a, c'est pas facile. Et il est jeune, il a que 8 ans. Après, il a besoin de moi.
Et il a besoin de soutien de tout le monde, quoi. Parce que sa vie, il est en jeu, là. Et il faut au moins que les gens pensent que... Il faut qu'eux, ils pensent que, comme s'ils sont mère, père, il faut qu'ils pensent que ce que je traverse, c'est pas facile. Les jours passent, mais la situation de Samra n'évolue pas. En début de semaine, la jeune maman a appris que la tumeur de son fils était cancéreuse et qu'il allait devoir être soigné en métropole. De quoi ajouter de la détresse à une situation qui vire au cauchemar. Je ne dors pas, parce que mon fils ne me laisse pas tranquille. Tout le temps, on m'appelle, il veut que je sois là-bas. Et lui, il a l'impression qu'il est abandonné. Et puis, je ne dors pas, je ne fais rien. Je parle là, mais je ne vis pas. Je ne vis pas, et puis... Je pense que je lâcherai prise après. J'en mourrai si je ne pars pas vers mon fils. Il est loin de moi, tout ça, et il souffre. Une souffrance quotidienne qui trouve son origine dans un conflit diplomatique qui n'en a pas fini de produire son lot de drames. On poursuit cette édition avec le mouvement de grève à la DPSU qui continue. Débuté la semaine passée par des agents de l'institution, les choses n'ont que très peu évolué. Le tout alors que l'année scolaire a débuté à Mayotte comme ailleurs. Car si les travaux liés au nouveau logiciel sont bel et bien en cours, les agents attendent d'en savoir plus sur sa livraison effective. En attendant, ils continuent la grève et espèrent que leur direction entendra la colère afin que les étudiants ne soient pas davantage pénalisés. Un sujet signé Leslie Vimenet et Abbas Alidi. Cela fait plus d'une semaine que des agents de la direction des politiques scolaires et universitaires sont en grève. Ils réclament de meilleures conditions de travail et attendent toujours que les promesses de leur direction se transforment en solutions effectives. Alors donc depuis vendredi 14, donc on s'est vu avec la direction, l'administration. On a fait le point sur les points de blocage qui nous a amenés à ce mouvement. Et depuis, il y a quelques mobiliers qui ont été livrés. Et puis les travaux au niveau du logiciel ont débuté et avancent. On n'en sait pas grand-chose, on sait juste que les informaticiens y travaillent, mais nous savons rien de l'avancement. Les grévistes dénoncent un manque d'informations alors même que le service est actuellement au ralenti. Cependant, demain, une nouvelle étape pourrait être franchie en vue d'une sortie de crise. On nous a juste dit par-ci par-là que la phase de la programmation s'arrêtait aujourd'hui, la mercredi, et qu'à partir de jeudi demain, on allait entamer les phases de test. Donc en tout cas, nous sommes ouverts au dialogue et qu'on a dit à l'administration que si nous sommes invités aux tests et que nous voyons que les tests sont concluants, eh ben nous sommes disposés à reprendre le travail dès que possible. Il n'y a absolument pas de souci là-dessus. Mais le point de blocage à l'heure actuelle reste et sera toujours le logiciel. Les agents se disent prêts à reprendre le travail aussitôt que le logiciel sera mis en fonctionnement. En attendant, la grève se poursuit et les étudiants boursiers espèrent que ce mouvement prendra fin le plus tôt possible. Autre grève, dans l'éducation toujours. Demain, 2 mouvements sont prévus à Mayotte. L'un concerne la réforme de l'enseignement professionnel qui est loin de faire l'unanimité. L'autre concerne l'enseignement supérieur et plus exactement le centre universitaire de Dembéni. À l'initiative du syndicat CGT Éducation, des enseignants vont dénoncer la situation des contractuels qui ne cesserait de se dégrader au fil des années. Le secrétaire départemental du syndicat était sur notre plateau ce matin pour nous en dire plus sur les revendications. Écoutons Quentin Cède au micro de Patrick Millon. Il se passe qu'il y a une désespération des personnels. Hein. Ça fait déjà pas mal de temps. On avait rencontré la direction et on avait proposé des solutions. On voulait rentrer dans des négociations, mais manifestement, il n'y a rien qui bouge. Ça fait plus d'1 an que rien n'a évolué. Et cette année, on s'est rendu compte que non seulement ça n'avait pas évolué, mais que ça se dégradait. Alors, je peux peut-être un petit peu détailler pour expliquer aux auditeurs. Nous avons un problème au niveau des emplois. C'est-à-dire qu'on a énormément de collègues qui sont au CUFR qui sont des non-titulaires. Donc des contractuels. Des contractuels, voilà. Cette
Cette année, on se rend compte qu'on nous annonce qu'il y aurait peut-être des titularisations, mais on nous explique pas qui va pouvoir en bénéficier, selon quelle modalité, et quels sont quels sont le nombre d'emplois qui sont concernés. Mais dans le même temps, des collègues qui étaient proches de la CDIsation, c'est pas une titularisation, ils arrivaient au bout de 6 ans, hein, au-delà de 6 ans, ils devaient être CDIsés, eh bien, on se rend compte que leur contrat a été coupé juste avant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On se pose des questions par rapport à ça. Il y a aussi le problème du reversement des primes. Donc il y a une opacité totale depuis plusieurs années sur le reversement des primes. Donc on a demandé à ce qu'il y ait quand même une transparence et un travail qui soit fait là-dessus. Rien n'a été fait. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité de ce mercredi 26 septembre. Mansour Kamardine a souhaité réagir suite au communiqué du défenseur des droits Jacques Toubon qui demande aux autorités de libérer le bureau des étrangers. Le député mahorais répond en ces termes, je cite, « Puisque ses compétences portent sur la défense des droits des usagers, des services publics, la défense et la promotion des droits de l'enfant, la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité, le respect de la déontologie des professionnels de la sécurité et l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte, j'invite le défenseur des droits à nous rendre visite à Mayotte pour constater de lui-même qu'il y existe également des citoyens français qui sont victimes de graves discriminations, que leur existence même est menacée par une incroyable vague migratoire et ses conséquences. Pour conclure, le député invite Jacques Toubon à veiller au respect des droits et libertés, également lorsqu'elles concernent ses compatriotes. La régionalisation du Pôle emploi n'est plus qu'une question de mois. Le renforcement de son autonomie a fait l'objet d'annonces publiques et officielles du Premier ministre. Annick Girardin a confirmé cette décision lors de son intervention du 15 mai 2018 au travers de la mesure numéro 27. Cette régionalisation devrait être effective au premier trimestre 2019. Néanmoins, selon les partenaires sociaux, pour l'heure, aucune action concrète n'a été initiée par la Direction générale de Pôle emploi installée à Paris, qui est en charge de l'évolution de Pôle emploi Mayotte. Les partenaires sociaux demandent notamment qu'un directeur régional connaissant parfaitement le territoire et prêt à s'engager à long terme soit nommé dans les plus brefs délais. Ils souhaitent par ailleurs que le préfet visite tous les locaux de Pôle emploi pour constater de visu les difficultés rencontrées par les demandeurs d'emploi, les entreprises et les agents de Pôle emploi dans l'exercice de leur mission. Depuis 2014, la commune de Sada a élaboré l'opération Sada Nettoie et Toi dans l'objectif d'améliorer le cadre de vie de la population. La 4e édition poursuit le même objectif qui est de sensibiliser les habitants sur les éco-gestes à adopter concernant les nouveaux dispositifs mis en place dans la ville pour se débarrasser des déchets jalonnant les rues et les quartiers. Néanmoins, une grande nouveauté arrive en 2018. La mairie va en effet mettre en service une mini-déchetterie expérimentale. Cet équipement, qui constitue une première dans le département, est un lieu de collecte et de tri de certains types de déchets que l'on retrouve en masse dans les rues et trottoirs de la commune. Ces déchets sont les suivants: les déchets électroménagers, électriques et électroniques, les D3E, les déchets verts, la ferraille et les encombrants. Située sur le site de Dianguizi, cette mini-déchetterie pourra servir les résidents des 2 villages de la commune de Sada, Sada et Mangajou. L'inauguration est prévue ce vendredi et sera suivie par une journée citoyenne de nettoyage des rivières et des ravines de la commune. On termine ce journal avec la journée nationale du sport scolaire qui se tenait ce jour aux 4 coins de l'île. Plus de 10 000 élèves des 33 collèges et lycées de Mayotte y ont participé. Une journée qui avait pour objectif de promouvoir les activités des associations sportives, d'établissements et de l'UNSS Mayotte, tant auprès des élèves que des parents, de la communauté éducative et de tous les partenaires du sport scolaire. Cette année, 2 thématiques ont été sélectionnées: l'égalité filles-garçons et les beach sports, permettant ainsi de mettre l'accent sur le développement des pratiques de plage. Abbas Salidi, Amina Riti et Daniel Deragakoura. Une douzaine de plages aux allures de camps sportifs, c'est le spectacle offert aujourd'hui par des milliers d'élèves de l'île. Des élèves qui, dans le cadre de la journée nationale du sport scolaire, ont participé à diverses activités sportives. Parmi les communes à avoir répondu à l'appel, celle de Dembéni. Toutes les écoles participent. C'est un moment de fête, de joie, de convivialité, de travail ensemble. Déjà, ça montre le travail d'équipe. C'est essentiel et même fondamental. Et si la pratique du sport est aussi importante, c'est parce qu'en plus de l'impact sur le physique et la santé, celui-ci revêt bien d'autres vertus. Il permet notamment à ceux qui s'y adonnent de s'exprimer autrement, ce qui n'est pas pour déplaire au référent EPS de la circonscription de Dembéni.
Au lieu de rester dans la classe, ils sont au dehors, ils travaillent en équipe et là, ils s'expriment. Parce que nous avons des enfants qui ont des difficultés au niveau de la langue française. C'est le moment de travail, le moment de s'exprimer, parce qu'on peut s'exprimer en parlant, on peut s'exprimer par le corps. La danse ou encore la gymnastique constituent ainsi d'autres modes d'expression qui, en plus de favoriser le vivre ensemble, participent à la construction du savoir et dans certains cas même à l'apprentissage de la langue française. C'est une possibilité de pouvoir lutter contre l'échec scolaire. C'est la façon d'apprendre, parce que avec l'éducation physique et sportive, c'est une autre façon d'apprentissage pour les enfants non francophones, pour les enfants qui ne parlent pas la langue française. Cette 9e édition aura donc connu un véritable succès. Il faut dire que faire du sport aux abords de l'un des plus beaux lagons du monde en ferait rêver plus d'un. Beach volley, beach foot ou encore sand beach et plus largement les beach sports sont donc en passe de prendre d'assaut les rivages de l'île aux lagons. C'est la fin de votre journal. Tout de suite la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.